fur et à mesure si vous voyez le. Oui, oui, dès que je vois à la limite. Alors, bonjour aux personnes qui sont déjà connectées. On est très heureux de vous accueillir sur ce webinaire avec Atlampac. On va se présenter un petit peu juste après pour ce webinaire sur l'éco-conception dans la filière des emballages. Donc, on a un programme assez serré et un contenu assez dense. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure du temps de notre support. Moi, je propose qu'on commence tout de suite ce webinaire qui va durer 1 heure et avec le programme suivant, à savoir qu'on va se présenter évidemment, moi-même et puis nos 2 interlocuteurs que vous voyez également à l'écran. Et puis ensuite, on va aborder, je dirais, la filière des emballages qui est quand même assez conséquente, hein, que ce soit en région et puis dans le modèle économique et dans les entreprises qui sont présentes sur ce secteur-là. Donc, l'enjeu de l'éco-conception est un enjeu quand même important à prendre en compte dans ce secteur emballage. Et il y a aussi beaucoup d'actualités réglementaires qui ont pu être observées, je dirais, que ce soit au niveau national et au niveau européen sur ce sujet-là. Donc, on va faire une belle part de ce focus réglementaire pour les entreprises qui vont être concernées. Il y en a de plus en plus, et typiquement toutes, pour simplifier, vont devoir mettre en place des actions d'éco-conception autour de leurs emballages. Donc pour faire cela, on va vous proposer de manière très synthétique également quelques idées pour engager des stratégies, vous fournir des outils aussi d'éco-conception. Et puis dans ce webinaire aussi, on va aborder une notion qui est aussi de plus en plus importante au niveau réglementaire, puis de plus en plus d'entreprises essaient de mettre en place des actions sur ce sujet-là, qui va être les emballages autour du réemploi et de la réutilisation de ces éléments-là. Évidemment, il y a plein de dispositifs qui existent pour vous aider en tant qu'entreprise pour mettre en place des actions autour de l'éco-conception et de la filière de l'emballage. Et on aura un temps de questions-réponses en fin de webinaire pour pouvoir répondre aux différentes interrogations que vous auriez pu avoir au cours de ce webinaire. Alors tout d'abord, pour anticiper aussi, si vous avez des questions ou des réponses, vous pouvez les noter dans le petit bloc conversation de Teams. On essaiera d'y répondre puisqu'on va intervenir à 2 voix, donc au fur et à mesure, on verra un petit peu les éléments. Et puis évidemment aussi, j'en profite d'anticiper cette question qui peut éventuellement arriver, c'est que le support et le replay vous sera mis à disposition. Donc d'ici quelques jours, vous aurez tout ce qu'on va vous présenter. Il y a certains éléments en termes de visuels qu'on va passer peut-être un peu rapidement, mais en tout cas, vous aurez l'ensemble du contenu mis à disposition. Voilà. Alors, je vais me présenter de manière assez rapide. Donc, moi, je suis Damien Delettra, donc référent de la démarche Bicom et d'éco-conception au sein d'une association qui s'appelle Soltena. Je suis basé à Poitiers et aussi on a des collègues qui sont basés à Limoges et à Bordeaux. Je représente ce dispositif Bicom que certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Globalement, c'est un dispositif qui est mis en place par la région et l'ADEME et également BPI France pour vous aider, pour toute entreprise, vraiment orienter votre projet autour de l'éco-conception et identifier quel est le meilleur dispositif mobilisable à ce sujet-là. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure pour vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a autour. Mais globalement, vous avez une page web, un email, une page LinkedIn et le replay, comme celui-là, de tous les webinaires qu'on anime sur la plateforme YouTube. Donc, voilà. Et puis, on a le plaisir d'accueillir Atlampac. Donc, allez-y, je laisse vous présenter. Merci Damien. Donc, je suis Jean-Christophe Goulard, je suis le délégué général d'Atlampac et Johan. Et Johan Curtan, chargé de mission pour Atlampac. Donc, on va faire une présentation, nous aussi, d'une certaine manière, à 2 voix. Juste en 30 secondes, Atlampac, c'est la fédération des fabricants d'emballage, c'est le pôle graphique et packaging de la Nouvelle-Aquitaine, donc qui intervient à la fois dans l'emballage et maintenant le réemploi. On organise des manifestations, on met en relation les compétences et les fournisseurs en fonction des besoins. On fait beaucoup d'assistance technique et d'accompagnement de projets d'innovation. On a un partenariat avec des formations et on a la possibilité de proposer des tests d'optimisation d'emballage et on assure la promotion du savoir-faire. Alors, ça peut paraître particulier souvent de parler avec une structure qui représente finalement le packaging et l'emballage, mais ce secteur est en effet très important en région parce qu'on n'a pas d'emballage si on n'a pas de produits et parce qu'on a beaucoup de produits, de beaux produits à emballer et on fait tout ce qu'on peut pour mettre moins de matières premières et plus de matières grises sur le marché, de développer, on le verra tout au long de notre présentation, des utilisations beaucoup plus vertueuses des emballages, mais dans
95% des cas, pour mettre un produit sur le marché, il faut un emballage, et on le verra dans notre développement. Et c'est souvent les acteurs de l'emballage qui peuvent être les premiers à initier réellement des systèmes et des organisations qui permettent en fait de développer des emballages moins impactants sur l'environnement. Alors on le verra, une présentation d'un programme transition matériaux d'emballage, mais comme on le détaillera tout à l'heure, on a juste le logo. Donc c'est pour ça on fait ce programme, on a deux programmes conjoints, je dirais, et deux actions qui sont complémentaires hein, sur la filière emballage et sur la partie éco-conception. Si on fait quelques rappels de manière assez synthétique, hein, ce qu'on aime bien faire sur chaque webinaire, c'est rappeler un petit peu les fondamentaux et les quelques définitions qu'on a autour de l'éco-conception. Globalement, les points clés, Jean-Christophe l'a abordé, on parle de produit, effectivement, le produit, le bien matériel ou le service, qui va avoir un cycle de vie. Donc, l'extraction de matières premières, des étapes de fabrication, de transport, de logistique, d'emballage, évidemment, pour le distribuer, d'utilisation. Et puis, un jour ou l'autre, notre produit va devenir éventuellement, va devenir un déchet. Donc, il y a différentes stratégies qui peuvent s'opérer à lui pour pouvoir essayer de le réutiliser, de le réemployer, voire de le recycler en dernier choix. Et puis, dernière notion autour de l'éco-conception, c'est qu'on va essayer de prendre en compte des indicateurs de mesure, des critères d'impact environnementaux. On parle souvent des émissions de gaz à effet de serre, mais dans une démarche d'éco-conception, on va essayer de considérer d'autres indicateurs environnementaux au travers de cette notion de cycle de vie. Donc, les grands points clés autour de la démarche d'éco-conception, c'est qu'évidemment, il va falloir aussi faire des choix. Hein. Je pense que dans le secteur de l'emballage, tout le monde va y être confronté en tant qu'entreprise. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier tel ou tel matériau par rapport à des considérations environnementales, économiques, d'approvisionnement, de taux de matière recyclée, par exemple, présent dans cette matière première? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on va mesurer différents indicateurs environnementaux dans l'éco-conception, on va éviter de faire ce qu'on appelle un transfert d'impact, donc entre étapes ou entre indicateurs environnementaux. Donc, est-ce qu'il vaut mieux dégrader tel ou tel indicateur ou telle étape du cycle de vie? C'est un petit peu tout ce qu'on va essayer de prendre en compte dans la démarche d'éco-conception, qui évidemment aussi est quelque chose d'amélioration continue. Donc, chaque entreprise peut s'améliorer sur chaque développement de produit, sur chaque développement de son emballage pour réduire ses impacts environnementaux pour un service rendu équivalent. Donc l'idée de l'éco-conception, c'est pas de se mettre une contrainte aussi en plus hein, pour les entreprises, mais c'est vraiment en premier lieu quand même d'avoir un nouveau regard. Hein, quand on va mesurer des indicateurs environnementaux, souvent on va avoir une nouvelle vision autour de son produit. On va avoir juste après un exemple. Et puis il y a quand même la notion importante, on ne fait pas de l'éco-conception par plaisir ou juste pour se torturer le cerveau, je dirais, mais l'enjeu va quand même être, au final, d'avoir toujours une performance au moins équivalente de notre produit sur son cycle de vie. Donc, l'enjeu de l'usage de notre produit, ses fonctions apportées, sont au cœur quand même d'une démarche d'éco-conception. Donc, à prendre en compte dans chaque développement de produit. Alors, si on parle d'emballage et d'éco-conception, évidemment, mes emballages vont intervenir à différentes étapes du cycle de vie, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Souvent, en tant que particulier, on a l'emballage primaire en tête, hein, l'emballage qui emballe notre produit, sur lesquels on va avoir peut-être des critiques ou se dire, bah voilà, il y a peut-être trop de vide ou le matériau n'est pas adapté, etc., etc. Donc, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, c'est l'emballage primaire, on le voit souvent. Néanmoins, dans la chaîne de valeur globale et le cycle de vie de notre produit, il y a un certain nombre d'autres emballages aussi qui interviennent à d'autres étapes entre le fabricant des matières premières et l'assembleur de l'entreprise, l'assembleur de notre produit. Il y a beaucoup de chaînes logistiques qui peuvent intervenir et donc qui vont nécessiter aussi des emballages secondaires, des emballages tertiaires, des palettes, du film, etc., etc. Donc qui eux-mêmes vont être nécessaires pour pouvoir assurer et proposer différentes fonctions à notre produit. C'est vraiment ça qui est important. On les a listés un petit peu sur cette partie droite. Donc, dans la démarche d'éco-conception, on va toujours essayer de mesurer aussi ces caractéristiques-là. Donc, des fonctions comme contenir, conserver notre produit, informer l'utilisateur ou le client, regrouper un certain nombre de produits, etc., etc. Donc tout ça, toutes ces fonctions sont à prendre en compte et je sais qu'Atlampac a à cœur d'aborder ces sujets-là sur toutes ces fonctions complémentaires autour de l'emballage et de le mettre en parallèle avec cette vision d'éco-conception et d'impact environnemental. Alors pourquoi on aborde aussi ce sujet-là, c'est que, alors par expérience, souvent, voilà, on nous dit que, enfin, c'est pas on nous dit, mais il y a souvent des personnes qui vont avoir en tête que l'emballage va être un enjeu très très important par rapport à l'impact environnemental du produit.
il faut faire attention, je dirais, aux préjugés qu'on peut avoir à ce niveau-là, hein. Selon les catégories de produits, ça peut être vrai, mais de manière générale, ce n'est pas forcément le cas. J'ai pris 2 exemples ici, à travers un outil d'évaluation environnementale qui est mis à disposition d'ailleurs gratuitement pour les entreprises par l'ADEME, hein, qui est Agribalise, et qui permet de mesurer l'impact environnemental de produits agroalimentaires, en l'occurrence, sur leur cycle de vie et qui intègre l'emballage. Et là, par exemple, en l'occurrence, sur des nuggets de poulet, on se rend compte que la part relative de l'emballage sur son cycle de vie, c'est seulement, ou déjà, 4,4% sur son cycle de vie total, en prenant en compte 16 indicateurs environnementaux. Donc, globalement, ce n'est pas forcément sur cet enjeu-là, sur l'emballage en priorité, qu'il va falloir agir si je veux mener une démarche d'éco-conception sur ce type de produit-là. Évidemment, pour d'autres types de produits, la part de l'emballage peut être différente. Là, j'ai pris un autre exemple sur du liquide, par exemple, du vin rouge. La part de l'emballage, de la bouteille, la fabrication de sa bouteille en verre, plus le bouchon, plus la capsule, l'étiquette, représente une part qui est plus significative que mon exemple précédent. On est à peu près à 32% d'impact environnemental relatif à l'emballage. Donc, selon les catégories de produits, voilà, ça ne se répartit pas nécessairement de la même façon la part de l'emballage sur le cycle de vie des produits. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire cette première évaluation, on y reviendra tout à l'heure, de l'impact environnemental de notre cycle de vie, de notre produit, pour vraiment savoir où se situent les leviers d'action et pas avoir des fausses bonnes idées comme on pourrait des fois les avoir. Donc, voilà. Donc, petite présentation des contextes de l'éco-conception, de quoi on parle. Et puis maintenant, je vais laisser la parole, on va se faire un peu le ping-pong, hein, je dirais, entre nous deux, sur les enjeux, que ce soit réglementaire, la réglementation nationale et européenne, avec beaucoup d'éléments. Alors, on est parti, Damien. Si tu peux peut-être passer, on va parler de la loi AGEC tout de suite. Donc, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, parce que c'est vrai qu'on en entend toujours parler, mais les sigles, il faut bien parfois les rappeler. C'est celle qui encadre les objectifs nationaux des 3 R, hein, réduction, réduire, réutiliser, recycler, mais qui a une action très, très sévère sur l'usage des plastiques en emballage et particulièrement qui a pointé à horizon 2040, ce qui paraît lointain, mais on sait très bien qu'en industrie, ça nécessite des investissements, etc. Donc, ça va aller vite, l'interdiction de mettre sur le marché des plastiques à usage unique. Et il y a une dimension qui nous a déjà bien imprégné dans notre quotidien, puisque en 2021, il y avait déjà des interdictions sur les emballages plastiques dans le cadre des fruits et légumes et des étiquettes. Il y avait donc en 2022, de la même façon, l'utilisation de cette interdiction, et y compris aussi sur des aspects de sachets de thé. Il y a, tout le monde, je crois, l'a bien identifié, plus d'emballage plastique au niveau des fast-foods à usage unique. Et donc, il y a un certain nombre d'organisations qui a été mis en place. Les bouchons et les couvercles des bouteilles sont attachés aux produits. Donc, ça, en tant que consommateur, c'est obligatoire en 2024. C'est déjà bien en place dans la plupart des boissons aujourd'hui. Et il y a des vrais objectifs très importants de recyclage en termes quantitatifs. Alors, on y reviendra, mais pour dire que c'est très encadré au niveau réglementaire sur cette loi. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une loi anti-gaspillage et économie circulaire, donc elle a quand même fait attention à ce qu'il n'y ait pas, en ne mettant plus d'emballage, de risque de gaspiller des produits. Ça, on sait très bien qu'il y a des enjeux là-dessus importants. Alors, si tu veux, on passe à la diapo suivante. Tous ces éléments sont évidemment sur le PowerPoint et donc vous les aurez, mais en plus, on a la possibilité à Atlampac de vous donner plus d'informations si vous le souhaitez, hein. Mais on a voulu faire l'accent particulier sur les objectifs de réduction. Il y avait, et on va le dérouler, des enjeux de recyclage dans mon propos tout à l'heure au niveau du plastique. Mais aujourd'hui, la loi encadre aussi beaucoup la réduction, c'est-à-dire que ce n'est pas que du recyclage. Il ne s'agit pas de dire si c'est recyclé, c'est bon. Il faut faire attention à mettre moins d'emballage sur le marché. Donc il y a un enjeu 2030 de réduire de 15% par rapport à 2010 la quantité d'emballage qui sera mise sur le marché. Donc tout ça va être extrêmement contingenté. Les entreprises devront faire des rapports là-dessus sur leur mise en marché et leur tonnage et leur nombre d'emballages. Et puis, particulièrement sur les plastiques, c'est celui-ci, on le verra à plusieurs reprises, qui est stigmatisé, c'est 50%,
par rapport à 2018, dès 2030, et avec un point d'étape en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, hein, à 20%. Donc là, il y a un enjeu extrêmement important de réduction du nombre d'emballages et la quantité d'emballages qui est mise sur le marché. Quand on regarde au-delà de cet aspect réduction, on le verra d'ailleurs sur un slide suivant, on s'aperçoit, mais je le dis dès maintenant, que le recyclage est quand même assez vertueux. On le dira, je crois, à plusieurs reprises au niveau français et européen. Il y a encore des choses à faire sur le plastique, mais bien évidemment de manière très importante, on le verra. Mais par contre, d'une manière générale, sur le verre, sur le métal, sur le papier carton, c'est assez vertueux. Donc la volonté du législateur, mais même des filières en général, hein, c'est de passer au réemploi. C'est-à-dire que l'emballage, finalement, on arrive bien à le trier, le collecter, le recycler, mais on arrive à une certaine asymptote. Et pour changer de paradigme, eh bien, il faut rentrer dans le réemploi. Et là, le législateur a donné des chiffres très clairs dans des formats pour des entreprises qui sont des PME, hein, certaines des ETI à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais les seuils sont quand même en dessous de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026. Donc vous avez, sans aller vraiment précisément dans les pourcentages, un objectif en 2027 d'avoir 10% de réemploi sur l'ensemble des emballages ménagers. Et sur les aspects de substitution, il y a dès 2025, c'est l'année prochaine, un chiffre de 10% d'utilisation de passage au réemploi plutôt que d'usage unique dans le plastique. Donc là, évidemment, Jean-Christophe, c'est les entreprises qui utilisent du plastique à usage unique, l'année prochaine, devront prouver qu'il y a 10% de ces emballages qui ont été utilisés avec d'autres systèmes que du plastique, finalement. Exactement, exactement. Il faut au moins ce niveau de 10% en 2025. Et il faudra l'alimenter sur des tableaux que a préparé l'ADEME et qui sont normalisés. Et ça sera très associé aux organismes qui gèrent, on le verra tout à l'heure, les responsabilités élargies des producteurs. Très bien. Donc là, effectivement, on a vu la réduction, le réemploi. Là, sur ces notions de réemploi, il y a beaucoup de référentiels qui existent, effectivement. Il y a un observatoire qui est piloté notamment par l'ADEME, qui a mis à disposition aussi des outils, des méthodes pour justement donner aux entreprises leur fournir les méthodes, hein, évidemment, pour savoir comment réemployer, comment calculer ce taux de réemploi, parce que on voyait que ça évoluait au fur et à mesure du temps. Donc il y a une formule qui peut être un peu barbare, hein, qui est un petit peu qui est indiquée en dessous, avec des sommes, des divisions, des taux, des nombres, etc., pour arriver à mesurer notre chiffre, hein, nos taux de réemploi par rapport aux emballages qu'on utilise. Donc il y a ce document-là qui est évidemment qui est très intéressant, qui a été publié il y a à peu près un an, qui vous permet justement, il y a plein d'exemples, c'est assez pratique, hein, c'est pratico-pratique ce document-là pour, dans tous les cas d'emballage ménager, mais également, on y reviendra tout à l'heure sur les emballages à destination des professionnels, de calculer cet indicateur-là. Donc là, on a remis un petit exemple en bas à droite, hein, si vous avez un emballage principal et puis ensuite des recharges qui vous permettent de remplir cet emballage-là, et ben, il y a un taux d'emballage réemployé qui est évalué, là en l'occurrence 43%, si j'ai trois recharges qui vont être utilisées. Donc il y a ce document-là qui est très, très intéressant. Vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'ADEME et de l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Et juste, donc, Damien, ça paraît être des formules un peu compliquées, absconnes même un petit peu, hein, mais c'est vraiment pour normaliser en individualisant la responsabilité du metteur en marché, de l'entreprise individuellement, qui doit faire son propre calcul. Et ce n'est pas un calcul globalisé sur la France entière, hein. Et donc là, il y a vraiment un guide qui est à disposition de toutes les entreprises. Et nous, on peut accompagner avec Soltena comment mettre en place ça. Mais finalement, ils ont fait un acte de bon sens, hein. C'est juste, comme c'est un taux, c'est forcément une division de tous les emballages que l'on met et de ceux, finalement, la part qui sont substitués entre ceux qui sont à usage unique et ceux qui sont réemployés. Et c'est ça que ça veut dire en termes d'observatoire national du réemploi. C'est en gros, chacun doit faire sa part, l'enjeu, et c'est la part de chacun qui fera une statistique nationale. Et puis enfin, voilà, pardon, sur le recyclage, vas-y.
Et sur le recyclage, pardon, c'est exactement ça. C'est que je crois qu'on le voit dans les chiffres. Vous voyez l'acier, bon, on va essayer de gagner 6% de recyclage sur les 5 ans qui viennent. Bon, c'est super. Mais on sait que là, on arrive à de l'asymptote, comme on dit. C'est-à-dire que les derniers pourcentages, eh bien, on va aller les gratter par meilleur tri, meilleure collecte, etc. Mais c'est beaucoup d'énergie et il faut le faire. Mais on sait qu'on arrive un petit peu à un point de plafond de verre, y compris le papier carton qui, lui, quand même, je le vois, a une ambition de 15% de plus. C'est tout à fait possible parce qu'on maîtrise mieux encore aussi certains autres types de papier carton, on le verra. Et le plastique, eh bien, on arrive sur un point de départ à 40% en 2024. Je pense qu'on n'en y est pas tout à fait, d'après les informations qu'on avait en 2023. Donc c'est déjà 50% en 2025, on entend. Et 50% en 2025, ça va être compliqué. Donc ça veut dire que, faut être clair, il y a de la substitution de plastique, il y aura moins de plastique sur le marché pour arriver à ces enjeux-là. Et après, après, une croissance plus douce, parce qu'il y a eu un certain nombre de réflexions là-dessus. Le verre, par un tri par couleur, on sait qu'on peut atteindre de meilleures performances, puisque les pays européens arrivent à 90% actuellement, en faisant du benchmark. Et par contre, quand on individualise un secteur bien précis, qui sont les bouteilles plastiques pour boissons, à usage unique, eh bien là, on arrive à 90% en 2029, avec 77% l'année prochaine. L'année prochaine, c'est énorme. Je crois qu'on est à 52 actuellement. Donc on n'y est pas encore. 77, c'est ambitieux. Et puis alors pour information, dans le cadre en fait de toute cette dynamique des responsabilités élargies des producteurs, on le verra tout à l'heure, a été inclus, et d'ailleurs nous dans notre organisation c'est un peu pareil, les arts graphiques et donc les papiers imprimés et les papiers à usage graphique dans les taux de recyclage de type emballage, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler trivialement la poubelle jaune. Tout le monde le fait, mais évidemment tous ces imprimés dans la poubelle jaune, avec un taux, comme vous pouvez voir, qui croît lentement, puisque l'enjeu est de gagner 4%. Et donc, là, pour conclure sur ce slide, c'est bien ça qui légitime le réemploi. C'est-à-dire qu'on arrive de manière raisonnée à une asymptote, et donc si on veut faire mieux, il faut changer la façon de réfléchir à l'emballage en général, et le réemploi est une des solutions. Très bien. Et donc là, juste aussi, on avait une remarque sur tout ce qu'on a présenté en termes de réemploi, de réduction et de recyclage. Là, on parle bien des emballages plutôt à destination des particuliers, filière emballage ménager. On va voir après tout à l'heure les emballages à destination des professionnels, mais là, on est vraiment sur le périmètre ménager, entre guillemets. Enfin. Tout à fait, Damien. Tout à fait. Très bien, donc là, effectivement, donc on a parlé tout à l'heure de filière REP. Jean-Christophe ou... Ouais, donc REP, je l'ai donné 3-4 fois, c'est responsabilité élargie du producteur. J'aime bien quand même redonner dans nos webinaires ce que ça veut dire, parce que parfois on jargonne et on oublie de dire ce que c'est. Finalement, c'est celui qui pollue, qui paye, quoi. Le pollueur-payeur, c'est assez simple comme système. Et donc, celui qui, pour ses besoins, met en place un certain nombre d'impacts environnementaux, et notamment donc, par rapport à l'emballage, puisque c'est ce qui nous concerne, mais dans tous les secteurs, on le verra, ça s'est développé, eh bien, il doit prendre en charge les coûts de la fin de vie de ces produits-là. Aujourd'hui, un chiffre important, quand même, c'est que plus de 8 millions de tonnes de déchets ont été recyclés en 2020 grâce aux filières REP, puisque, on va le voir, ça existe dans beaucoup de secteurs. Certaines se sont développées depuis 2020 d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, donc ce chiffre va être amené vraiment à exploser. Ouais. Et donc peut-être Johan, si pour le. Oui, c'est un exemple, on va dire, illustré de ce qui se met en place au niveau des REP, où vous avez les deux schémas au milieu et à droite, où on comprend la différence entre une filière avec REP et une filière sans REP. Filière avec REP, on retourne sur ce côté circulaire et surtout le fait que le metteur en marché va contribuer par une dotation financière, tout simplement en passant par un éco-organisme, à ce que son emballage soit recyclé, réutilisé, ou en tout cas ait une autre vie. Alors que sur une filière non REP, on le voit, c'est beaucoup plus linéaire. Et pour prendre l'exemple là d'une brosse à dents, la brosse à dents, on la jette.
personne n'est là finalement pour éco-contribuer à sa fin de vie. Donc c'est au final le contribuable, vous et moi, hein, qui payons je dirais, sa destruction, hein, tout simplement. Donc il y a à la fois un coût et il y a aussi à la fois évidemment le fait qu'on ne puisse pas réutiliser cet objet pour en faire autre chose. D'où l'importance de développer, et ce pourquoi autant de REP dernièrement se sont développés. Et par ailleurs, justement, c'est pour ça aussi que certaines entreprises, dans leur stratégie aussi d'éco-conception et d'économie circulaire, par exemple des fabricants de brosses à dents, peuvent essayer de mettre en place des actions pour récupérer leur brosse à dents de manière complémentaire avec l'emballage. En tout cas, de récupérer la brosse à dents pour pouvoir recycler ou refaire les mêmes produits, par exemple, dans leur filière. Donc, effectivement, sur ces filières REP, historiquement, c'était évidemment au niveau national, celle sur les emballages ménagers qui arrivait en premier. Et puis, au fur et à mesure du temps, voilà, on a de plus en plus de produits qui sont concernés par ces filières, hein. Papier graphique, elle a été évoquée tout à l'heure, les produits chimiques, l'ameublement, le textile, etc., etc. Et depuis quelques temps, justement depuis 2022, suite à la loi AGEC, on a beaucoup de nouvelles filières REP qui sont apparues, donc bâtiments, jouets, sport et loisirs, bricolage, etc., qui sont concernés. Et sur la filière emballage, on a deux qui sont arrivés, ou en tout cas qu'on va essayer peut-être de présenter juste après. Peut-être si vous êtes là aujourd'hui, ça vous intéresse de savoir comment ça va se mettre en place. Donc les emballages pour la restauration et l'année prochaine, les emballages industriels et commerciaux. Alors, on avait un petit rappel, oui, voilà, pardon. Ouais, c'était une petite slide historique, on va dire, et tu l'as très bien dit, Damien, hein, la première REP, c'est la filière, enfin, c'est la REP emballage ménager, donc qui existe depuis 1992, mise en application 92-93. Historiquement, l'éco-organisme qui récupérait les éco-contributions, donc c'était éco-emballage, dont vous aviez certainement entendu parler à l'époque, qui est devenu Citeo aujourd'hui. Et vous avez un petit tableau pour vous donner une idée de d'où on part à peu près, parce que c'est vrai que on sait ce que c'est qu'une éco-contribution, mais on ne sait pas toujours ce que ça devient. Là, vous avez un schéma édité par la DELF notamment qui vous présente comment 1 euro finalement éco-contribué est utilisé ensuite. Donc 50 centimes, la moitié pour la collecte, etc. Enfin, je vous fais pas tout le laïus, mais ça vous donne une idée. Et juste aussi, vous avez une part alors, de 3 centimes qui est en bas à droite, Action pour la filière. Et on voit qu'il y a, alors pour tous les éco-organismes, c'est à peu près la même, alors, au niveau de la part, le pourcentage, je ne sais pas, ratio, pas dire si c'est le même ratio. Néanmoins, tous les éco-organismes, dans leur principe, vont devoir aussi, dans leurs agréments, hein, soutenir leurs adhérents au travers de programmes de R&D et d'éco-conception. Donc c'est aussi pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de tout ça. Au niveau réglementaire, ça aussi c'est un point qui a été important depuis l'an dernier, c'est-à-dire que dans la loi AGEC toujours, hein, qui est un peu quand même un impératif, je dirais aujourd'hui au niveau national, tous les metteurs sur le marché de toutes les filières REP qu'on a vu tout à l'heure, dont celle de la filière emballage sont concernés. Et donc, tous les metteurs sur le marché doivent, depuis l'an dernier, réaliser et communiquer à leur éco-organisme ce qu'on appelle un plan de prévention et d'éco-conception. Donc, on avait fait des webinaires l'an dernier pour vous présenter un petit peu ce que c'était. Chaque éco-organisme aussi a proposé des outils pour pouvoir aider leurs metteurs sur le marché, leurs adhérents à renseigner ces objectifs. Juste pour rappel, voilà, c'est quelque chose c'est une obligation qui est dans le code de l'environnement, et pour toutes les filières REP, on a 3 objectifs qui sont communs à toutes les filières, c'est-à-dire viser à réduire l'utilisation de ressources qui sont non renouvelables, augmenter la part de matières recyclées dans nos produits et donc les emballages également, et puis aussi accroître la recyclabilité des produits et des emballages dans tous les produits soumis à filière REP. Donc ça, c'est le socle commun de toutes les filières REP, dans lesquelles les entreprises qui utilisent de l'emballage, donc on a 3 éco-organismes qui sont aussi indiqués visuellement, vous avez cité Wadelf et Leco qui sont la filière emballage, donc eux aussi doivent centraliser tous les plans qui soient individuels ou communs de l'ensemble de leurs adhérents, et ils doivent publier une synthèse qui doit être disponible et accessible au grand public. Donc pour aujourd'hui, justement, vu que c'est quelque chose qui était obligatoire pour les éco-organismes de le publier sur l'année 2024, sur tous les plans qu'ils ont reçus sur l'année 2023,
J'ai repris un petit peu les grandes orientations, en tout cas la synthèse que nous communique Citeo sur les actions qui sont engagés par leurs adhérents, évidemment, à travers différents leviers. Donc là, on a beaucoup de choses. En tout cas, on va retrouver, je dirais, les stratégies d'éco-conception alors, classiques, hein, qu'on a, vu que c'est la première année aussi qu'on a ce dispositif-là réglementaire qui existe. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'adhérents des différentes filières qui s'engagent, en tout cas, dans des stratégies de réduction des emballages. Donc là, en termes d'action, ça peut être de différents niveaux, hein. Évidemment, quand on parle de réduction, ça peut être on va supprimer des éléments d'emballage qui n'étaient pas forcément utiles auparavant. Donc voilà, au lieu d'avoir deux unités d'emballage, on va en supprimer pour en garder qu'une seule. Et il peut y avoir tous les enjeux d'optimisation de la quantité de matière qu'on va utiliser, hein. Des emballages plus fins, par exemple, moins volumineux, sur lesquels on va peut-être réduire la part de vide qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc ça, c'est toutes des choses que les entreprises s'engagent à mettre en place dans leur stratégie d'emballage. Et puis, dernière action de réduction peut être, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, c'est de passer d'un emballage plastique, donc on est sur l'enjeu de ressources non renouvelables, à aller vers d'autres matériaux qui vont être plutôt d'origine renouvelable. Donc typiquement le carton ou d'autres types de matériaux, le bois par exemple, peut rentrer là-dedans. Il s'avère que, pareil, la Citeo nous communique sur la synthèse de l'ensemble des plans qu'ils ont pu recevoir, hein. Mais globalement, l'ensemble des acteurs qui mettent sur le marché des éléments d'emballage à destination des emballages ménagers, hein, là on parle, vont quand même mettre en œuvre des actions qui vont viser à améliorer le recyclage de ces éléments. Donc là aussi, c'est toujours des choses que vous avez évoquées tout à l'heure, hein, mais choisir des matériaux sur lesquels la filière est, je dirais, assez performante, et essayer d'éviter certains perturbateurs. Donc là aussi, il y a des guides qui existent, hein, pour toutes ces actions-là. Typiquement, voilà, si je supprime l'utilisation de tel ou tel plastique, par exemple, ou la céramique, pour prendre un autre exemple, la céramique dans les emballages en verre, c'est quelque chose qui est perturbateur dans la filière. Donc le fait de les supprimer, ça permet d'améliorer le recyclage. Et puis, en dernier axe, pour améliorer le recyclage, de passer d'une solution d'emballage avec multimatériaux, d'aller vers un emballage monomatériaux, donc soit 100% plastique, c'est une des stratégies, ou 100% carton, 100% métal, etc., etc. Euh, Juste aussi sur deux enseignements qu'on retrouve sur ces plans de prévention et d'éco-conception, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs maintenant qui, en tout cas, qui s'engagent, qui veulent intégrer de plus en plus de la matière recyclée. Alors, c'est un enjeu réglementaire, une obligation, mais en tout cas, la matière recyclée commence à être bien demandée par beaucoup d'acteurs, et que ce soit tout type de matériaux, hein, le verre, l'aluminium, les métaux, les plastiques, évidemment. Le papier et le carton, c'est un enjeu à la fois environnemental, économique et je dirais marketing aussi, d'indiquer que les emballages intègrent de plus en plus de matière recyclée. Il s'avère que juste pour finir là-dessus, sur ces plans de prévention, l'éco-organisme, la Citeo, recense le fait que les actions de réemploi sont citées par leurs adhérents, mais pour le moment, c'est pas encore, je dirais, clairement très, très mise en place, très, très actualisé. Enfin, en tout cas, il y a plutôt des actions de déploiement qui vont être proposées par l'ensemble des acteurs de la filière. À savoir que vous avez sur la partie droite l'ensemble des adhérents qui sont représentés sur ces plans sectoriels, des plans de prévention et d'éco-conception, qui est assez large, hein. On va retrouver les biens ménagers, l'hygiène, la beauté, la détergence, la santé, le frais, les spiritueux, l'épicerie, etc., etc. Donc tout ça, tous les adhérents de Citeo ont à disposition ce référentiel et comment intégrer ces stratégies d'éco-conception dans leur démarche. Tous ces enjeux, juste pour répondre à une question sur les éco-organismes, évidemment, chaque metteur sur le marché peut choisir son éco-organisme qu'elle privilégie. Il y en a plusieurs, des fois, sur certaines filières qui existent dans l'emballage. On l'a vu auparavant, il y a Citeo et l'éco qui existent. Donc, dans certaines filières, il y en a plusieurs. Dans d'autres catégories de produits, il y en a pas nécessairement plusieurs. Donc là, c'est chaque metteur sur le marché qui peut choisir son éco-organisme. Et donc, un enjeu important, voilà, je vais peut-être vous laisser reprendre la parole. Oui, là, c'est justement le sujet, Damien, c'est que c'est depuis le 15 mars 2024, c'est-à-dire il y a 10 jours, hein, est entré en place les filières REP, emballage, restauration. Donc, Citeo Pro est
un organisme Citeo qui existait, qui s'est fléché sur cette dimension et qui a un agrément. C'est-à-dire que par rapport à la question auquel tu as répondu, il n'y a pas 50 éco-organismes. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, par exemple, à date aujourd'hui, sur les emballages restauration, c'est Citeo Pro, puisque ça nécessite un agrément du ministère de la Transition écologique et du gouvernement, d'une certaine manière. Et donc, il y en aura certainement un autre, mais pour l'instant, à date, il n'y en a qu'un. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important, les emballages restauration, parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était les emballages ménagers, c'est-à-dire tout ce que nous-mêmes, tous en tant que consommateurs, citoyens, on a à mettre et à trier, à valoriser depuis des années, on le sait. Et là, la volonté, c'était de vraiment prendre en compte l'ensemble en fait des systèmes d'emballage. On verra aussi sur les emballages industriels et commerciaux après, parce qu'il y avait des zones grises, on va dire, c'est-à-dire des emballages qui étaient un petit peu dans la restauration et puis qui finissaient dans les emballages ménagers. Donc tout ça, c'est dans une volonté extrêmement vertueuse que Damien a bien présentée, du fait qu'on arrive quand même à des bons scores de recyclage et que la valorisation en termes de gisement de la matière recyclée est un vrai enjeu aujourd'hui industriel et que finalement, on arrive à ce qu'on appelle l'économie circulaire avec des bénéfices pour l'environnement, mais en plus, tous des acteurs économiques qui se mettent en mouvement en faisant des choses vertueuses. Et pour être très clair, de mon point de vue, le fait en 2024 de s'intéresser à l'emballage restauration qui est assez bien organisé, on ne va pas le révolutionner, vous allez voir qu'il est assez bien organisé, ça permet surtout d'enlever les zones grises, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas très claires entre est-ce que c'est du ménager, est-ce que c'est de la restauration. Mais non, en tout cas, ça pèse sur tous les coiffés, hôtels, restaurants. Et donc, il y a les emballages primaires qui sont bien, ceux qui sont en contact avec le produit, qui sont bien encadrés et qui donc peuvent passer par la REP emballage restauration. Et donc il faudra les déclarer parce que tout ça se met en place quand même, je dois le dire, avec un tout petit peu de retard, puisque ça aurait dû être au 1er janvier 2024 et que c'est le 15 mars. Mais tout ça se met en place. Et ensuite, il y a les emballages qui peuvent aller dans les emballages ménagers. Et donc justement avec une traçabilité, puisqu'on doit pouvoir du coup choisir. En l'occurrence, c'est la contenance aussi qui fait vraiment la différence. On peut se dire, après tout, entre un bidon d'huile que j'utilise à la maison et le bidon d'huile utilisé par mon restaurateur, ce qui va jouer, ce qui va différencier, ce que vous voyez sur la slide d'avant, c'est la contenance. Donc tout ça est normalisé et expliqué et, voilà, dans l'arrêté et dans les documents. Dans un décret. Ouais. Voilà. Et donc là, sur ce graphique que tu viens de proposer, il y a donc une offre de service et de reprise sans frais auprès des professionnels par rapport à des emballages de restauration avec un mixte alimentaire, c'est dit comme ça. Et en tout cas, la responsabilité élargie du producteur, c'est d'intégrer des coûts de tri, collecte et réemploi potentiels. Et donc, le coût du réemploi est intégré maintenant dans cette filière-là. Alors, le réemploi existait, il y avait les petites canettes, les fûts, un certain nombre de choses étaient déjà réemployées depuis des années. Donc ça, c'est pour les emballages de restauration. Et les emballages industriels et commerciaux, donc là, de la même façon, il y a un enjeu 2025, a priori 1er janvier, ça sortira peut-être en mars 2025, comme ça avait été pour 1er janvier 2024 et mars 2024. Il y a 2 candidats, donc il n'y a pas encore d'agrément, Citeo Pro et Twice, qui est un organisme qui vient de la filière plastique, Johan. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les emballages ménagers, c'est 5,5 millions de tonnes de gisements matière. Les emballages industriels et commerciaux, c'est 7,4 millions de tonnes par an. Alors, on part pas de rien. Il y a une organisation qui existe. Ce qu'il y a, c'est là encore, c'est les zones grises. C'est faire en sorte que ça soit beaucoup plus comptabilisé et que ça soit beaucoup plus vertueux en termes de possibilité aussi d'organiser territorialement ou entre différents acteurs vraiment du recyclage et du réemploi. Donc il y a une étude qui a été faite avec un rapport par l'ADEME et donc à la demande des services de l'État et qui montre bien qu'il y aura une réduction à la source des efforts d'éco-conception et avec Damien le disait, des aides pour aller vers ça pour les entreprises et le réemploi va être aussi quantifié
avec des objectifs de réemploi qui vont être mis en place. Donc il y aura vraiment à enlever, je dirais il n'y en a pas énormément, mais des solutions qui sont non recyclables. Et puis, de la même façon, ce qu'on appelle les perturbateurs pour les emballages ménagers, eh bien, il y a des perturbateurs dans le geste de tri et du recyclage dans les emballages industriels et commerciaux, et qui seront soit bannis, soit très chers en termes de barème, et il y aura des actions coercitives et dissuasives pour éviter de les mettre en place sur le marché. Donc là, effectivement, on parle bien de tous les emballages qui font entre sites industriels, par exemple, pour centraliser Le des carton de produits. regroupement, par exemple, Voilà. que l'on ne voit jamais en magasin, qui va servir à transporter ou à stocker en amont. Ouais, voilà, c'est tout ça. Et donc de tous les produits, de tout ce qui se déplace, tout ce qui est livré finalement sur le territoire national. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est assez significatif en termes de gisement. Il y en a à peu près la C'est ce que j'allais moitié dire, on le qui... voit bien sur la slide d'avant, hein, 5,5 millions en emballage ménager, et on arrive tous à peu près depuis 30 ans à s'imaginer ce que ça représente déjà, ce qui est énorme. Hein. Là, bah, c'est encore plus, ouais. C'est ce que l'on voit, c'est bien ce que tu dis, hein, donc c'est les palettes, ça a été écrit dans les films, les fûts, les bidons, mais quand vous voyez pour les cartons, le carton Amazon, c'est tous les cartons voilà, Amazon, et sinon c'est les commerces, si vous allez en ville tôt le matin, après une journée de livraison des commerces, vous avez tous ces emballages carton qui sont mis devant la devanture à 8h ou 7h du matin dans les villes, hein. Ben c'est cela, ils ont déjà un système de recyclage, soyons clairs, mais là, ça va être encadré avec une REP. Et donc, du coup, pour finir là-dessus, c'est qu'évidemment, on se rend compte que là, toutes les entreprises, finalement, vont être touchées par cette filière REP, pas seulement celles qui avaient des emballages pour les ménages, je dirais, pour des produits finis. Là, on touche vraiment toutes les entreprises qui, pour livrer leurs produits, vont utiliser des emballages qui vont être utilisés après dans d'autres industries, dans des commerces. Et donc, on se rend compte que là aussi, il y a les enjeux d'éco-conception qui sont abordés, hein, avec le choix de l'éco-organisme qui va être fait, mais en tout cas, quel que soit l'éco-organisme auquel on va faire appel, le metteur sur le marché, donc l'entreprise qui va concevoir ou acheter des emballages, va devoir intégrer ces critères de bonus-malus, hein, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec des actions selon les matériaux que j'utilise, selon les stratégies que je vais mettre en place. Ce taux, cette évaluation va être plus ou moins forte. Comme pour toutes les... Pardon. Oui, et Damien, c'est exactement, je venais ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a, on le sait, dans les domaines, ce qu'on appelle B2B, hein, donc c'est tous les domaines B2B qui vont être concernés, des utilisations d'emballages, on va dire, facilitant la vie de tout le monde, B2B standard, qui sont un peu surdimensionnés. Là, il y aura la chasse un petit peu à ça, hein, c'est-à-dire des caisses carton avec des doubles cannelures pour peut-être livrer du textile pas très lourd. On va peut-être revenir avec de la simple cannelure. Et là, il va y avoir un gros travail de tous les acteurs parce que ça va se concrétiser par un barème dans le cadre de la REP, de financement de l'ensemble en fait de la collecte du tri et tous les aspects en fait associés à la fin de vie, qui sera discriminant d'une certaine manière, et les entreprises auront intérêt pour gagner 5, 10, 20, 30, 100 000 euros à choisir des emballages plus optimisés. Et à terme, ça créera des nouvelles habitudes finalement qui seront plus vertueuses que celles d'aujourd'hui, sur certaines utilisations en tout cas. Et donc, pour continuer sur cette partie, justement, emballage industriel et commerciaux et emballage restaurant, de la restauration, pardon, comme tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des objectifs ou des impératifs donnés aux emballages, la filière plutôt emballage ménager, d'aller sur du réemploi, de la réutilisation, et ben, on se retrouve dans le même cas de figure que sur ces nouvelles filières ou ces filières actuelles, de déclarer. Donc ça aussi, c'est un enjeu vraiment important, hein, pour tous les fabricants, tous les metteurs sur le marché qui vont utiliser tout type d'emballage dans leur distribution. Et donc là, on doit déclarer
des emballages qu'on met sur le marché, même si c'est à destination d'autres entreprises, donc même si c'est dans du B2B. Et donc ça, il y a une échéance sur 2024 hein, de devoir déclarer dès l'instant où on a plus de 10 000 unités de produits emballés. Donc là, j'ai juste remis cet élément-là que vous allez retrouver dans le document qui est publié par l'ADEME et l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation, qui va vous donner justement un guide d'aide sur comment bien déclarer tout ça, comment faire son évaluation. Donc ça aussi, ça a été publié le mois dernier. Mais beaucoup, justement, c'est le 10 000 unités, on peut quand même y être assez rapidement atteint ce seuil. Et dès l'instant, on va utiliser une palette, plusieurs cartons, différents intercalaires. C'est une unité qui rentre dans cette évaluation. Donc, il va falloir, pour toutes les entreprises qui utilisent l'emballage, faire cette mesure et le déclarer ensuite par ailleurs à cet observatoire pour pouvoir ensuite identifier des actions autour du réemploi. On va retomber là-dessus sur cette dimension-là. Alors ça, c'était les enjeux nationaux. Au niveau européen aussi, il y a eu des échéances il n'y a pas très longtemps qui ont été début mars. Hein. Est-ce que vous aviez... Il y avait quatre grands points. Oui, le 4 mars, hein, l'Union européenne a fait un accord sur sa volonté d'encadrer et de réduire les emballages et interdire les plastiques à usage unique. Donc, 4 mars 2024, il y a interdiction d'ici au 1er janvier 2030 des emballages à usage unique dans la restauration. Donc là, c'est tout ce qu'on connaît, des petits bols, des différents récipients qui permettent à la fois les aliments et les boissons de consommer sur place. Ça n'existera plus. Ça sera beaucoup substitué par du papier carton, puisque ça reste autorisé. Par le papier carton. Mais enfin, l'idée, c'est aussi quand même d'utiliser de moins en moins d'emballages à usage unique et de faire du réemploi. Hein. Et donc, ensuite, rendre tous les emballages recyclables d'ici 2030, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le marché un emballage qui ne soit pas effectivement recyclable. Donc là, il y a des vraies exigences par rapport à des nouveaux matériaux. Hein. Il faut faire attention, on parle beaucoup de nouveaux matériaux, de possibilités de développer des matériaux biosourcés, etc. Il faut qu'ils soient recyclables. Donc, il faut absolument qu'il y ait une preuve et que ça soit effectivement recyclé à horizon 2035. Donc, ça limite quand même, on va dire, l'expérimentation de petits systèmes qui pourraient trouver potentiellement, je dirais, des solutions très marginales. Je crois dans l'encadrement européen, on va vers des grands enjeux d'économie circulaire pour simplifier la vie de tout le monde et d'avoir sur des matériaux qu'on connaît bien et qui finalement arrivent à tourner en économie circulaire. Et puis sur les papiers cartons, puisqu'on a quand même beaucoup envisagé la substitution du plastique au papier carton, je reviens là-dessus sur une petite parenthèse, c'est que le plastique a été créé dans les années 1950 en termes de mise en marché des produits. Hein, c'est un matériau qui s'est développé depuis 1950. Là, on dit 2040, c'est-à-dire qu'en 2050, on n'en aura quasiment plus. On peut considérer qu'il avait pris beaucoup de place sur du verre et du papier carton, mais on encadre aussi quand même les aspects de papier carton, notamment dans l'utilisation du recyclé de papier carton avec les problématiques de polyfluoroalkylés, les PFAS, qui sont des polluants qui sont encadrés aujourd'hui parce qu'on ne sait pas bien le risque de migration de ces polluants dans les produits alimentaires. Et donc, interdiction en contact alimentaire d'ici 2026. Et donc, on a l'exemple du plateau de pizza en carton. Eh bien, il faudra enlever ce qu'on pourrait appeler de manière triviale le téflon, par exemple. Hein, il y avait une petite couche de téflon. Ben, ça, c'est un PFAS. Il faudra l'enlever de ça. Alors, il y a d'autres possibilités. Hein, du papier sulfurisé marche très bien. Il y a des possibilités autres. Hein. Donc, techniquement, c'est pas compliqué et c'est tant mieux pour la planète. Des fois, effectivement, dans les gobelets aussi à destination de boissons, souvent, justement, il y a une couche de silicone ou de paraffine qui est utilisée pour avoir cette fonction de conserver un liquide. Étanche, ouais. Voilà, cette étanchéité. Néanmoins, ça pose, de ce que j'ai cru comprendre aussi, des problématiques en termes de recyclage après dans la filière, en termes de qualité. Sur cette partie évaluation environnementale, je dirais que pour l'instant, j'ai pas ces notions d'analyse du cycle de vie, on y reviendra tout à l'heure sur les outils qui existent, de comparer deux systèmes d'emballage entre l'usage unique et du réemployé, des matériaux les unes entre les autres, souvent ça va être difficile de trancher. Pour simplifier un petit peu les choses, il n'y a pas de solution magique
pour pouvoir dire que telle ou telle solution va être meilleure qu'une autre sur des critères environnementaux. Voilà, sur l'ensemble des indicateurs, ça va être compliqué d'avoir un bénéfice sur tout ça. Tout à fait. Juste aussi au niveau européen, pour finir sur cette réglementation, il y avait un quatrième point qui était aussi important, et c'est cette notion de vide, hein. Tout à l'heure, Jean-Christophe, tu t'en as parlé. L'objectif, alors sur les modes de calcul, sur les échéances, je ne sais pas encore, je ne saurais pas forcément dire comment ça se traduit. Néanmoins, c'est quand même des tendances importantes au niveau communautaire et aussi au niveau national, hein, de réduire le vide présent dans les produits. Il y a beaucoup alors d'associations, de structures aussi qui essayent de communiquer ou de mesurer ce taux de vide, de mettre en avant, ou en tout cas d'inciter les industriels. Alors dans l'agroalimentaire, j'avais mis quelques exemples sur les choses qui ont été faites l'an dernier, pour inciter les fabricants à réduire cette part de vide. Il y a le Conseil national de l'emballage, hein, qui est un acteur que vous connaissez bien. Tout à l'heure, on aura des éléments là-dessus, qui a publié un guide sur le vide dans les emballages. Et selon les catégories de produits, on va se retrouver des fois avec des taux de vide qui peuvent être assez importants. Et on se dit, voilà, en tant qu'utilisateur, en tant que particulier, ça nous paraît complètement Aberrant. aberrant. Voilà, très bien. Donc là, il y avait des exemples. J'ai repris des exemples qui étaient un peu des calculs un peu simplifiés, mais en tout cas, sur cette catégorie de produits, on peut avoir quasiment 70% de vide. Donc il y a toujours des marges de manœuvre. Après, c'est toujours sur ces notions d'éco-conception. Ce que je vais gagner d'un côté, ça va pas me coûter beaucoup plus cher là pour pouvoir Oui, parce que empiler sans défendre, pardon Damien, sans défendre ce qu'on voit là, parce qu'il y a des abus, etc. Oui. Parfois, c'est utile aussi. Le vide dans l'emballage est parfois utile. C'est important de le Voilà, rappeler, hein. exactement. Encore une fois, la première fonction de l'emballage, c'est de protéger le produit, et parfois, voilà, pour des histoires d'atmosphère modifiée, ou tout simplement de choc, il est important d'avoir un petit peu d'air, un petit peu de vide dans un emballage. Ça excuse pas que ça, certains abus, mais cet enjeu-là, il est aussi intéressant, et on l'a vu avec la prochaine filière REP, notamment des emballages commerciaux, où là aussi, l'histoire qu'on a tous connue de commander une clé USB grande comme ça, qui arrive dans un carton comme ça, bon, ça, ce sera plus possible. Et ça pour le coup, c'est une vraie avancée, parce que là, il n'y avait aucune raison, on va dire, même technique, que ça se passe comme ça. Voilà. En tout cas, voilà, il y a plein de ressources qui existent, hein, au conseil, enfin, en tout cas, je reviens là-dessus sur le Conseil national de l'emballage qui a publié des guides qui sont assez intéressants sur ces sujets-là. Je vois on a déjà pas mal abordé sur les enjeux réglementaires, hein, mais qui sont quand même quelque chose de très important, en tout cas sur cette filière. On voulait quand même aborder les deux notions autour de du réemploi et de la réutilisation des emballages. Évidemment, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises, en tout cas, alors que ce soit dans leurs emballages commerciaux, hein, à destination des particuliers, ou de plus en plus d'entreprises aussi essayent de mettre en place des emballages réutilisables avec leur chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval, hein, avec des clients ou des fournisseurs, et de voir un petit peu ce qui est faisable. On a voulu aborder cette notion-là, hein, sur le réemploi et la réutilisation, sur justement les entreprises qui veulent réfléchir sur ces critères-là, sur ces actions, comment ça peut se mettre en place et quels indicateurs, en tout cas, peuvent être concernés. Là, j'ai voulu reprendre deux éléments qui ont été pareils, qui ont été faits l'an dernier, qui sont assez récents. Il y a la Fondation Hélène MacArthur qui avait publié une étude assez dense sur comment développer des emballages réemployables. Alors, c'est toujours un peu dans le secteur, je dirais, agroalimentaire. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres catégories de produits, mais les critères de performance, en tout cas, ce qui peut être fait pour avoir un intérêt environnemental assez significatif, hein, on parle d'éco-conception, donc c'est quand même un peu le cœur du sujet d'avoir un bilan environnemental positif. Ça va être de standardiser, je dirais, de mutualiser les systèmes d'emballage qui existent. Donc là aussi, c'est vrai que de faire son propre système dans son coin, ça peut être assez limitant d'un point de vue global ou au niveau environnemental. Au niveau complémentaire, c'est vrai que de partager et de mutualiser tout ce qui peut être utile pour collecter, trier, nettoyer et transporter tous les systèmes d'emballage, c'est aussi un point évidemment important pour s'engager sur ces stratégies-là. Et puis, quelque chose qu'on va retrouver à chaque fois, hein, c'est le fait d'avoir des emballages souvent réemployables peuvent être potentiellement plus épais ou plus massifs. Et donc, ce qui va faire que l'intérêt environnemental va être important ou pas du tout significatif, ça va être le taux de retour de notre système d'emballage qu'on va pouvoir récupérer. Donc ça, c'est globalement, si on veut mettre en place son propre système de réemploi, ça va être essayer, en tout cas, de réfléchir à ces trois questions-là.
au niveau national, il y a l'Observatoire, on en a parlé plusieurs fois, hein, qui a été créé l'an dernier, donc, qui est porté par le ministère et par l'ADEME. Donc l'Observatoire national du réemploi et de la réutilisation à destination du filière ménage, mais aussi des entreprises. Ils ont fait plusieurs outils, plusieurs dispositifs. Le premier étant, l'an dernier, c'était de mesurer justement cette performance, cette évaluation environnementale entre un emballage jetable et un emballage consigné pour le réemploi. Alors, ils l'ont fait sur le verre, des emballages en verre, donc deux systèmes, hein, les bouteilles et des pots et des bocaux. Ça restreint un petit peu évidemment l'étude. Il est prévu d'avoir un deuxième volet sur cette étude-là avec d'autres systèmes d'emballage qui vont être concernés. Néanmoins, on se rend compte que sur ces systèmes-là, à partir de 4 réemplois, donc 4 réutilisations de ces systèmes d'emballage, ces bénéfices, enfin en tout cas le bénéfice environnemental est observé sur au moins 5 catégories d'indicateurs environnementaux. Donc, dès l'instant où on va réemployer 4 fois notre bouteille ou notre pot ou notre bocal en verre, ça va être plus intéressant que de l'usage unique. Et cela aussi, c'est vrai que c'est un point important, parce que souvent, quand on parle de réemploi, il va y avoir l'enjeu du transport qui va intervenir. Et bien là, à partir de 4 utilisations, quelle que soit la distance de transport sur le territoire national, on est bon au niveau environnemental. Donc ça, c'est aussi un enseignement qui est important. Vous allez retrouver aussi cette étude-là de manière complète, hein, c'est assez dense sur cette filière-là. Et puis ensuite, je voulais aborder ce point-là, parce qu'on a beaucoup d'entreprises aussi qui réfléchissent sur comment réemployer leur système d'emballage, qui sont dans des systèmes B2B, et pour lesquels on n'a pas forcément enfin, en tout cas, on se pose des questions. Donc là, l'ADEME aussi a publié un guide, enfin en tout cas, ils ont publié un document assez conséquent, il y a à peu près 400 ou voire 500 pages, et ils ont étudié à peu près, enfin, ils ont étudié 47 secteurs d'activité qui sont principalement, voilà, on a de l'alimentaire, du boisson, de l'épicerie, de la restauration, hygiène, beauté, des produits d'hygiène, et puis à la fin, vous avez des emballages de commerce et les emballages industriels. Alors, il y a une petite faute, emballages industriels et commerciaux. Donc là, il y a une grosse étude qui a été menée pour voir un petit peu sur toutes ces filières-là, quel est le potentiel d'avoir des emballages réemployables ou réutilisables, et puis sur lesquels c'est moins pertinent. Je vais le faire de manière très rapide, hein, mais globalement, voilà, en B2C, on en a beaucoup parlé auparavant. Il y a déjà des acteurs ou des secteurs d'activité sur lesquels c'est déjà très bien engagé, hein, tout ce qui est café, hôtel, restaurant. Là, l'utilisation de bouteilles en verre pour l'eau, les bières, le cidre et les boissons rafraîchissantes, il y a déjà des taux de réemploi de l'ordre de 80%. Néanmoins, dans d'autres secteurs d'activité, à court terme, donc c'est-à-dire à échéance 2027, il y a certains produits sur lesquels le taux de réemploi peut varier entre 5, enfin, de quelques pourcents à des pourcents assez significatifs. Donc là, si on se retrouve dans des secteurs d'activité concernés, typiquement, bah, je ne sais pas, au hasard, le secteur de l'hygiène et de la beauté, par exemple, bah, on peut cibler que d'ici 2027, donc d'ici 3 ans, il y a à peu près 10% d'emballage, 10-15% d'emballage réemployés qui pourront l'être. Donc, reste à mettre en place tout ce qui va être ce qu'on a abordé auparavant, d'un point de vue logique, d'un point de vue conception des systèmes d'emballage, mais néanmoins, c'est la tendance, en tout cas la volonté qui est mise en place. Juste pour aborder, alors c'est très dense, désolé, mais en tout cas, on avait ce visuel-là parce que c'était à destination plutôt des entreprises qui sont présentes sur le volet emballage industriel et commerciaux rigides. Voilà, quand on est une entreprise, souvent, c'est peut-être des choses qui vont nous parler. Donc, on parle de caisses, de plateaux, de bouteilles, de fûts, de bidons, etc., etc. Et ben, l'ADEME a publié toujours dans cette étude-là, un document assez exhaustif avec dedans, voilà, vous allez retrouver sur cette partie droite là tout plein d'acteurs qui proposent déjà des systèmes de réemploi, des systèmes d'emballage, des réemplois alors on parle de palettes, on parle de systèmes de lavage, pour des GRV, des fûts, des systèmes de produits d'emballage d'occasion qui sont aussi intéressants. On a tout ce référentiel là qui existe, qui est mis à disposition. Vous avez aussi beaucoup d'initiatives et de projets qui existent déjà, hein, sur du carton. On a la chance d'avoir un carton vert à La Rochelle qui fait déjà ce système-là. Il y en a beaucoup d'autres qui existent dans le secteur industriel, donc en B2B. Donc ça aussi, on peut s'appuyer là-dessus, sur ces projets qui existent déjà, qui permettent déjà d'engager la démarche d'éco-conception autour du réemploi sur les emballages. Je vais passer rapidement, pardon.
Voilà, donc vous aurez les liens avec les études qui ont été présentées jusqu'à présent. Si on parle d'éco-conception et d'outils qui existent aussi, c'est un point important. On ne va pas forcément les détailler. Néanmoins, voilà, on voulait en aborder, vous en donner au moins quelques-uns. Au niveau d'Atampac, voilà, je vous laisse la main. Oui, c'est important de le mentionner, ce guide méthodo sur l'éco-conception, il a, je crois, une dizaine d'années, hein, Johan, Oui, à peu il est près. remis à jour. Il est remis à jour. Et la volonté, c'était vraiment de mettre en place un guide en 4 grands points. L'emballage au service du produit emballé, donc c'est bien le système produit emballé qui est concerné par l'éco-conception. On a des cas où on peut juste intervenir sur le choix des matériaux d'emballage, etc. Donc on se fait de l'éco-conception un petit peu emballage, mais c'est vraiment le produit emballé qu'il faut prendre en compte. Le produit emballé au service du consommateur, c'est-à-dire quelle est la destination finale, et on regarde le moindre impact environnemental de l'emballage sur tous ces aspects, et on inclut le réemploi dès le début. Et après consommation, la fin de vie, qu'est-ce qu'il devient, et est-ce que, c'est un peu de manière très synthétique, mais on avait communiqué par exemple sur le fait qu'on faisait des polaires à base de PET. Aujourd'hui, le PET recyclé, il fait de l'emballage. Et des acteurs comme Coca-Cola, Schweppes, etc., ils sont des gros acheteurs. Et même, il y a une pénurie de RPET, hein, de PET recyclé. Et donc là, il y a un nouvel enjeu. Et donc, le guide national de l'emballage est toujours d'actualité. On vous le conseille parce qu'il est très accessible. Il est téléchargeable et ça donne de manière assez simplifiée, mais pas simpliste, les grands enjeux de comment on appréhende ce sujet de l'éco-conception dans l'emballage. Très bien. Effectivement, donc là, pareil, il y a le lien, il y a une synthèse et il y a un guide. Il y a d'autres outils aussi sur le Conseil national de l'emballage qui sont assez intéressants. Tout à l'heure, on a abordé le vide, c'était intéressant aussi. Évidemment, en termes d'éco-conception, il y a d'autres outils qui existent. Il y a des outils, là, on était surtout sur des démarches plutôt qualitatives, hein, privilégier tel ou tel matériau. Voilà, il faut savoir que quand on parle d'éco-conception, il n'y a pas forcément que de l'analyse du cycle de vie, hein, qui peut être assez complexe à mettre en place, qui peut interpréter aussi les résultats, c'est pas forcément ouvert à tous les acteurs. Voilà, donc quand on parle d'éco-conception, il y a vraiment deux grandes catégories d'outils qui vont faire soit de l'évaluation, soit de l'amélioration. Quand on est une entreprise et qu'on veut s'engager dans l'éco-conception d'emballage, on peut aussi mutualiser à la fois les stratégies, les grands guides d'éco-conception avec ces méthodes d'évaluation environnementale. L'ADEME a aussi beaucoup d'outils qui sont en libre accès, hein, avec, alors là c'est un peu ancien mon visuel, base impact maintenant se transforme en base empreinte. Mais sur le sujet de l'emballage, il y a des gros travaux qui ont été menés par l'ADEME et puis aussi les éco-organismes pour pouvoir mesurer la performance, le choix de matériaux sur des enjeux environnementaux. Voilà. On voulait aussi, juste avant de prendre part aux questions, vous présenter justement quelques projets. On a fait beaucoup d'enjeux réglementaires, mais quelques actions d'éco-conception qui ont pu être mises en place autour de l'emballage. Tout à l'heure, pardon, je vous avais abordé la matière recyclée, donc on est dedans. Oui, c'est ça. Alors bon, l'idée, c'est de passer vite, mais c'est de montrer qu'à tous les niveaux, il y a des choses à faire et des choses potentiellement possibles. Alors, en l'occurrence, Renet, qui est une marque assez connue et qui a décidé, il y a déjà 2 ans maintenant, 3 ans, de s'imposer des objectifs. Alors là, en l'occurrence, pour 2025, donc on approche de la ligne d'arrivée, mais qui sont assez forts pour une marque de cette envergure-là et qui produit évidemment un nombre d'emballages, qui met sur le marché un nombre d'emballages de produits et donc d'emballage assez conséquent. Avec, voilà, vous avez les chiffres, 1 milliard de flacons PET 100% recyclés, là où en 2022, ils étaient à 540 millions, donc ils doublent leurs objectifs. 100% de leur gamme en possiblement achetable en éco-recharge, c'est-à-dire que vous achetez le bidon dans un premier temps, puis les éco-recharges ensuite, et puis 100% des emballages composés de plastique 100% recyclés. Donc c'est des engagements assez forts. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de le dire. C'est-à-dire qu'une marque de cette envergure-là, quand elle dit ça, et vous voyez, hein, c'est public, hein, je vous le présente aujourd'hui, bon, elle n'a pas trop intérêt à se rater derrière parce que forcément, on n'oublie pas de lui rappeler. Donc, c'est des engagements qui sont importants et sur des entreprises, en l'occurrence comme celle-ci, avec une échelle plutôt importante.
Si tu peux passer au prochain, peut-être, voilà, Damien, merci. Là, on est à l'opposé sur une petite entreprise basée dans le Lot qui donc s'appelle Avec et qui prend tout simplement un matériau que l'on connaît depuis très longtemps, qui est la cellulose que l'on utilise, pour faire des boîtes d'œufs, hein, principalement. Aujourd'hui, on est capable, et une entreprise comme celle-ci prouve qu'on est capable de faire des choses assez intéressantes avec ce matériau-là, en termes de calage notamment. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs exemples que je vous ai mis là en photo, mais ça donne une idée. On peut aller vraiment sur du haut de gamme, par un traitement, par un moulage spécifique, par un savoir-faire, hein, tout simplement. On prend donc un matériau que l'on trouve facilement et qui est facilement récupérable pour en faire quelque chose d'assez haut de gamme, en tout cas qui peut être en capacité de mettre en valeur le produit. Il y a d'autres exemples types sur ce type d'utilisation de la matière. Aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie. Vous achetez le dernier iPhone, par exemple, il est plus dans un. Alors, il y a toujours le carton, mais il est plus à l'intérieur calé dans un plastique. On va le retrouver souvent dans ce type de matière-là. Voilà, on va là aussi utiliser sur ce type de choses à forte valeur ajoutée des matériaux qui sont facilement récupérables, réutilisables, et évidemment avec l'objectif derrière d'avoir un impact le moins important possible sur l'environnement. Effectivement, on est dans les Landes et pas dans le Lot. On est en Ouais, pardon, Nouvelle-Aquitaine. pardon, c'est dans les Landes. Oui, Et là, voilà, l'idée, c'est tout c'était à fait aussi en de présenter Nouvelle-Aquitaine. les stratégies de substitution. Là, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir passer Mm. de plastique, par exemple, à une solution, justement, cellulosique, par exemple. C'est ça. Et puis ensuite, pour finir, on avait voulu justement mettre en avant aussi des initiatives qui sont financées dans le cadre de projets de recherche sur des systèmes d'équipement. Donc là aussi, ça peut intéresser des industriels qui développent des machines. Là, en l'occurrence, il y a l'entreprise BRC qui a développé un projet qui est financé, qui est en cours de financement avec l'ADEME sur un système pour laver et justement mettre en place un système de réemploi des emballages dans le secteur de la cosmétique. Donc, emballage en verre, donc avec toutes les problématiques autour de la traçabilité, du nettoyage, la gestion de l'eau. Donc là, en l'occurrence, c'est de le faire à sec pour pas consommer d'eau. Et donc d'avoir un système de réemploi dans cette filière-là. Donc là aussi, il y a quand même, outre le système technique, il y a de plus en plus d'offres qui sont à disposition des fabricants pour pouvoir réutiliser, réemployer leurs emballages avec différentes solutions qui, elles aussi, essaient d'intégrer cette dimension d'éco-conception au travers de leur fabrication. Alors, et puis juste, alors voilà, donc pour finir aussi sur tout ce qui peut être, on a parlé d'emballage, on a fait beaucoup désolé, mais en tout cas, l'enjeu réglementaire était quand même un point important. Les enjeux aussi autour du réemploi et de la réutilisation, c'était aussi un élément quand même sur lequel on avait voulu mettre en avant ce webinaire. On n'a pas forcément pu aborder toutes les thématiques qui existaient, toutes les stratégies qui existaient si on veut faire de l'éco-conception, enfin des emballages éco-conçus. Néanmoins, voilà, alors il y a Maobi, donc il y a un bureau d'études aussi national, hein, qui a publié très récemment une petite cartographie des acteurs qui existent, alors des startups qui sont positionnés sur des systèmes d'emballage entre guillemets éco-responsables. Donc vous allez retrouver un certain nombre d'éléments. On est dans l'agroalimentaire, dans la logistique. Dans les liquides, etc., etc. Vous allez retrouver un certain nombre d'acteurs qui existent et en tout cas qui proposent des solutions un petit peu innovantes autour de l'emballage. Donc, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qui existe dans le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Il y a aussi beaucoup d'entreprises ou d'acteurs qui sont implantés sur Nouvelle-Aquitaine qui peuvent vous proposer des solutions. La liste n'est pas exhaustive, hein. Ils sont aussi en attente si vous pensez pouvoir être éligible à cette liste-là, il ne faut pas hésiter à les contacter. Bref, c'était aussi pour illustrer qu'il y a l'éco-conception dans le secteur de l'emballage, c'est quand même, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'invitent là dans cette filière-là, et c'est assez important et assez intéressant, et on trouve des solutions à ce sujet-là. Juste pour finir, on va essayer de présenter de manière assez rapide les dispositifs d'aide si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez justement améliorer vos systèmes d'emballage. Alors le premier, voilà, on a celui d'Atlampac. Oui, alors c'est la transition matériaux d'emballage, Johan. Donc, alors de manière rapide, hein, parce qu'en effet, on a un peu débordé, puis on répondra aux questions, mais
Atlampac est vraiment à votre disposition pour assurer toute l'information sur ce qu'on a déjà bien vu aujourd'hui, hein, mais on peut aller beaucoup plus dans le détail et nous faisons donc, on le verra, des webinaires avec grand plaisir avec Soltena et avec Damien en particulier, et puis avec d'autres opérateurs sur des filières. Ensuite, on accompagne dans la mise en relation à valeur ajoutée pour trouver des solutions concrètes et notamment de trouver des solutions classiques, puisque l'emballage, c'est quand même quelque chose d'assez complexe et beaucoup d'entreprises n'y voient pas très clair sur comment trouver un nouvel emballage. Et dans un troisième point, on peut être amené donc, à accompagner l'entreprise et à prescrire des solutions adaptées qui peuvent être éligibles à des aides de la Nouvelle-Aquitaine et de l'ADEME, et avec un accompagnement spécifique en termes des besoins. Donc ça peut être, donc c'est la transition matériaux d'emballage, mais ça peut être une substitution de matériaux, et ça peut être aussi d'autres types d'interventions, le réemploi, on l'a vu beaucoup, et puis la réduction. Et puis donc là, si on regarde, on aura des événements sur lesquels on est organisateur avec des rendez-vous en avril sur l'éco-conception de nouveau, mais avec un champ différent c'est logistique, qualité. Sur les problématiques de migration, et ça répondra un petit peu à une question, mais on le verra en détail, de contenant contenu. On est organisateur d'un événement VSTech à Cognac, à Château-Bernard exactement, sur ces problématiques de technologie et de transition écologique. Au mois de juin, le 13 juin. Et la semaine d'après, on sera intervenant aux Journées Aliments Santé avec nos amis du CRIT de La Rochelle. Et on a une intervention à Calais encore, un rendez-vous autour du 6 juillet avec la région Occitanie, et puis un rendez-vous avec la Cosmétique Vallée que l'on met en place en septembre, et différents rendez-vous encore, et notamment aussi dans les aspects donc de justement industriels et commerciaux sur la fin d'année. Et donc voilà tout ça, c'est pour les gens qui veulent s'inscrire sur votre site internet, sur votre page LinkedIn, on va retrouver tout ça. Exactement, merci Damien de le préciser. Voilà. Super. Et donc du coup, juste pour finir aussi, je vais essayer de faire rapide sur les dispositifs qu'on a autour de l'éco-conception plus largement, donc à travers ce programme BICOM. Donc, pour rappel, nous, enfin moi en tout cas avec la CCI, on est là pour orienter les demandes des entreprises, vous mettre en relation avec les experts, essayer de vous proposer des ressources, des outils pour vous sensibiliser à cette notion d'éco-conception et cette vision du cycle de vie. Donc on a différents niveaux d'action. Le premier étant, comme aujourd'hui, des webinaires dédiés à des filières, à des secteurs d'activité, à des thématiques. Donc pour s'inscrire, vous allez retrouver les liens soit sur la plateforme Recita, sur notre page LinkedIn, soit là aussi sur les liens que vous aurez dans le support. Jusqu'à présent, ce qui est calé, on a des webinaires sur un focus sur l'éco-conception dans les articles chaussants qui est prévu d'ici le mois prochain. Les questions de réparation et de durabilité, c'est vrai que c'est un point aussi important quand on conçoit des produits. Et l'enjeu de l'éco-conception dans les services, c'est un point qui est aussi qu'on n'a pas encore abordé. Donc là aussi, c'est des thématiques qu'on a prévu de faire aujourd'hui, enfin de faire dans la première partie de l'année. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, si vous voulez suivre tout ça, vous allez retrouver ça sur la plateforme Recita et puis sur notre page LinkedIn qu'on anime. En parallèle de ça, avec la CCI, il y a des ateliers qui sont en physique qui vont vous permettre d'expérimenter une démarche d'éco-conception sur un format assez original et assez inspirant, sur 2-3 heures. Vous allez pouvoir incarner une équipe projet pour mener un petit peu l'ensemble d'une démarche d'éco-conception d'une entreprise qui ne sait pas forcément initialement par où commencer. Donc, c'est un petit peu ça le briefing de ces ateliers. Donc là, il y en a un petit peu partout, normalement, dans tous les territoires qui vont être proposés sur l'année 2024. Vous avez déjà quelques dates qui sont prévues sur le sud de la région principalement. Ensuite, pour les entreprises justement qui veulent s'engager, qui veulent mettre en place des actions d'éco-conception. Donc là, on a plusieurs niveaux d'action. Le premier étant de faire ce qu'on appelle un diagnostic, mesurer où est-ce qu'on se situe, de faire sa première évaluation environnementale et voir un petit peu quels sont les leviers. Typiquement, voilà, si je change tel ou tel matériau, si je revois tel ou tel procédé de fabrication, ce que ça va pouvoir me permettre de faire. Donc là, selon la taille de son entreprise, il y a différents dispositifs qui existent. Le premier, ça va être Tremplin. Alors, c'est un forfait qui est plutôt à destination des entreprises
entreprises, des petites et des moyennes entreprises. Donc, on a quatre grands leviers. Le premier, pas éco-conception, où on a un forfait de 5 000 € qui est mis à disposition. Et ensuite, en parallèle de ça, on peut avoir des certifications qui existent, donc enfin, un soutien à la certification. Alors, écolabel européen, la labellisation numérique responsable, donc c'est assez restreint en termes de secteur d'activité, mais en tout cas, il y a des aides qui existent là-dessus. Et puis, on a également un autre qui est sur justement un focus sur les emballages également. Donc, diagnostic, réduction des emballages ou de la substitution du plastique. Donc, ça, c'est tremplin. Ensuite, il y a le Diag Éco-conception qui est financé par l'ADEME et porté par BPI France. Donc, là aussi, il y a un taux d'aide qui est fixe, hein, selon la taille de l'entreprise et un montant global de l'ordre de 18 000 € de ce diagnostic. Et puis, si jamais vous êtes, enfin voilà, pour tous les autres demandes, on peut voir au cas par cas les dispositifs qui existent avec l'ADEME, si c'est pas via le diagnostic de conception, ou la région. Pour les grandes entreprises et les ETI aussi, voilà, on peut essayer de vous aider, de vous orienter pour mener votre démarche d'éco-conception au mieux. Là, je vais passer rapidement le diagnostic éco-conception de l'ADEME et de BPI, mais globalement, vous allez retrouver toutes les informations sur leur page. Et puis ensuite, nous, on est là aussi pour vous aider à mettre en place des actions, parce que faire cette évaluation et savoir aussi tous les enjeux, c'est bien, mais il va falloir mettre en place, après, déployer d'un point de vue opérationnel, les stratégies d'éco-conception qu'on aura pu élaborer. Donc là aussi, il y a des aides qui existent, hein, pour de la mise en œuvre ou pour investir dans les actions. Donc là, c'est pareil, en région et ADEME sont là pour vous aider selon la taille de l'entreprise. On va essayer de trouver le meilleur dispositif qui existe. Et puis je vais finir juste là-dessus, c'est qu'en actualité, on publie avec la CCI un AMI, c'est-à-dire pour les entreprises qui veulent justement rencontrer d'autres entreprises qui ont déjà engagé une démarche d'éco-conception, une masterclass, donc sur toute la Nouvelle-Aquitaine, en gros sur 5 jours, 5 séquences thématiques, on va faire un petit peu des ateliers, et donc c'est sur tout le territoire. Donc c'est quelque chose qu'on lance avec des séances assez courtes jusqu'à mi-avril. Donc là, c'est ouvert aux entreprises et il y a 5 modules qui vous sont proposés. Vous allez retrouver aussi des liens sur le support. On a dépassé un petit peu d'un quart d'heure le temps qu'on avait prévu. Désolé pour tout le monde. On va essayer de prendre les quelques questions que j'ai vues. Notamment sur alors, Jean-Christophe et Johan, c'est sur la contradiction peut-être qu'il peut y avoir sur les recharges type Rainet qu'on a vu tout à l'heure sur le produit, produit ménager. Oui, Est-ce alors, que est-ce que c'est pas contradictoire entre la réutilisation, le réemploi, le recyclage, les donc, plastiques à usage unique? alors c'est vrai que c'est encadré, mais par rapport aujourd'hui à l'initiative de Rainet, ça reste vertueux dans le cadre en fait de la consigne de l'Europe. C'est juste que c'est du plastique, mais c'est vrai que le système est quand même une vraie réduction des poids, de matière. des termes de matière. Et pour être très clair, dans ces domaines-là, la logistique de grands contenants visant ensuite à faire du remplissage par rapport à du réemploi, ça sera en parallèle de ce que fait Rainet, puisqu'on dit que, on a bien entendu, hein, c'est environ 15% de réemploi. Donc il va y avoir dans ce champ-là de ces produits ménagers du réemploi, mais il y a quand même un certain nombre de caractéristiques chimiques qui nécessitent en fait des consignes d'utilisation pour éviter de s'en mettre sur les doigts, etc. Enfin bref, des inhalations, etc. Une certaine dangerosité du produit qui fait que ça ne sera pas en contradiction de toujours avoir ces emballages optimisés, individualisés. Après, c'est vrai que d'un point de vue toujours réglementaire, hein, ce qu'on essaie de préconiser aussi notamment dans la filière emballage, c'est les 3 R, tu l'as dit tout à l'heure. Donc d'abord réduire, réutiliser et recycler en dernier lieu. Donc c'est vraiment cette hiérarchie qu'il faut essayer d'avoir en tête. Donc d'abord Ouais. moins d'emballage et avant de penser aussi à la question de leur recyclage. Et on avait une question, et toujours désolé pour on a un petit peu explosé le timing, mais en tout cas sur la réglementation sur la restauration collective. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Tout ce qui est barquettes à usage unique se sont beaucoup déployés il y a quelques années. Est-ce qu'il y a beaucoup d'alternatives qui existent, ou comment faire pour essayer de les trouver de manière plus facile? Alors, Euh,
c'est vrai que la réglementation, elle est très récente, et des barquettes, en fait, pour la restauration collective, là, il y a un vrai enjeu. Il y a une initiative à Poitiers qui a été mise en œuvre, qui est exemplaire, hein, de réfléchir justement à avoir une mutualisation sur le territoire d'utilisation de barquettes qui seraient, enfin, c'est pas des barquettes, d'accord, c'est des plats, hein, on va appeler un chat un chat, ça devient des plats qui sont nettoyés et réemployés. Et là, je pense que c'est en phase, vraiment, il y a une lame de fond, on va dire, qui va nous arriver dans les 2 ans qui viennent, parce que c'est en phase expérimentale, mais beaucoup de massification sont possibles dans les hôpitaux, les universités, les écoles en général, et on voit que la tendance est à l'organisation du réemploi. Ouais. Très bien. Alors, j'ai pas forcément noté d'autres questions. En tout cas, Damien, il y avait une question sur oui. les PFAS. Ah oui, pardon. Les Oui. PFAS, c'est en fait, donc, les PFAS, c'est une grande famille de produits. J'ai parlé du téflon, mais il n'y a pas que le téflon, il y a plein de produits dans les polyfluorés alkylés qui sont aujourd'hui sur la sellette, mais dont on ne sait pas trop comment les encadrer en termes de concentration. Donc, pour dire autrement, il n'y aura pas la possibilité aujourd'hui, je pense, réglementairement, de dire il faut 0 PFAS. Il faut un taux de PFAS très faible. Et donc, on arrive en fait avec une particularité sur les emballages recyclés carton, quand on les met en contact alimentaire, de rajouter quand même une couche assez importante de téflon actuellement, par exemple, si je pense qu'à là, et qui en fait quand même un film assez conséquent. Donc, c'est ça qui va être encadré. Et surtout, bon, pour ce cas-là, d'essayer de trouver une autre solution en contact alimentaire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de... J'ai pas d'informations à donner réellement sur le fait qu'ils seraient totalement interdits dans les emballages. Ils seront totalement interdits dans plein d'endroits. Je parle de la vaisselle, hein, par exemple, ou de la poêle, hein, ou d'un certain nombre d'ustensiles de cuisine. Je pense qu'à un moment donné, ils vont être peut-être plus interdits dans ces domaines-là que sur l'emballage. Ok, très bien. Et l'ACV d'un emballage plastique à usage unique, alors sur l'ACV à proprement parler, oui, mais il y a un vrai problème aujourd'hui de tri, de collecte et donc de microplastique dans la nature. Et je ne fais pas du tout du plastique bashing. Le plastique, c'est un matériau qui a été inventé et qui a plein de vertus. Mais ce dont on n'est pas encore au clair, c'est le devenir des plastiques qu'on ne collecte pas, qu'on ne trie pas et du coup qu'on ne recycle pas. Et donc, je dirais que on peut avoir une ACV d'emballage plastique qui est bien meilleure qu'une ACV d'emballage carton, mais dans l'ACV, on ne tient pas compte des conséquences environnementales des microplastiques dans la nature. Donc c'est un peu ça qui est sur la sellette. Donc je ne fais pas du plastique bashing, c'est très clair, mais voilà, il y a quand même un point que l'Europe a mis un peu. Et puis bon, pour être très clair, c'est aussi d'essayer quand même d'éviter les usages uniques en général. Donc le plastique est stigmatisé, mais il n'y aura pas que le plastique à usage unique. D'ici 2040, il va se passer d'autres choses réglementairement. Et l'usage unique est quand même sur la sellette. Et juste pour finir aussi là-dessus, si on reste sur cette partie plastique et recyclage des plastiques, c'est vrai que dans la pratique, c'est tous les plastiques. Alors déjà, il y a plusieurs catégories de plastiques. Il y a les thermoplastiques et les thermodurcissables. Les thermodurcissables, on ne va pas forcément les aborder aujourd'hui, mais quand on parle de thermoplastiques, dans la théorie, ils sont recyclables. Dans la pratique, c'est pas forcément toujours le cas parce que des fois, il y a de l'incompatibilité entre les matériaux pour pouvoir après les séparer, hein. Dès l'instant où on va mélanger 2 plastiques les uns entre les autres, bah, des fois, par les techniques, je dirais, industrielles, on va pas réussir à reséparer le PP de l'ABS, par exemple. Donc, ça pose des problèmes, effectivement, d'avoir un taux de recyclage réel de certaines résines plastiques les unes entre les autres. D'où l'intérêt, justement, quand on conçoit ces systèmes d'emballage ou ces matériaux, ou ces produits, d'essayer d'anticiper cette fin de vie, hein. Les éco-organismes, c'est un petit peu ce qu'ils essayent d'orienter, hein, de dire, voilà, on va peut-être apporter un malus à certaines catégories de plastique qui sont utilisées parce qu'on n'arrive pas à bien les recycler ou parce qu'ils perturbent le tri. D'un point de vue complémentaire, on a quand même aussi sur des expérimentations qui existent au niveau national sur des tests de recyclage de plastique de petite taille, par exemple des films très fin. Bon, ça se développe un petit peu, c'est en cours de développement, mais c'est pas encore, je dirais,
utilisé sur toutes les matières plastiques. Donc là aussi, il y a un petit peu d'inertie et c'est vrai que c'est pas le taux de 50% qui est envisagé en termes de taux de recyclage paraît un peu ambitieux d'ici l'année prochaine, quoi. Il sera, si je peux permettre, Damien, il sera tenu parce que s'il est tenu, pardon, il sera tenu grâce au PET et au polyéthylène et au polypropylène. Les plastiques qui sont déjà aujourd'hui très bien, des grandes familles de polymères qui tirent le recyclage. C'est sûr que ça a tendance à limiter l'expérimentation de nouveaux plastiques, comme je disais tout à l'heure. Un des polyamides qui sortirait de je sais pas où pour mettre une tonne sur le marché, c'est compliqué aujourd'hui. Mais en effet, pour y arriver de manière plus pérenne, l'objectif il est là, et tu l'as dit Damien, voilà, aujourd'hui on utilise à peu près 5-6 plastiques dans l'emballage. C'est vrai qu'on dit le plastique, mais c'est les plastiques, hein. L'objectif c'est ça, c'est qu'à terme on n'utilise plus que 2 ou 3, et forcément avec des filières qui seront elles, qui le sont déjà pour certaines, un peu plus appropriées, et avec une vraie réutilisation possible derrière, si tant est qu'on ne puisse pas réutiliser à proprement parler l'emballage tel qu'il est fait. Très bien. Et ben, en tout cas, merci à tout le monde, hein, en tant que participant. Puis merci à Yoann et à Jean-Christophe sur cette animation. On va mettre tout ça en ligne assez rapidement. Comme ça, vous allez pouvoir revivre les différents temps de ce webinaire. Et puis, vous aurez évidemment le support. En tout cas, voilà. Merci à tout le monde. Et puis, bonne fin de journée. Merci à tous. Merci Beaucoup. Au revoir. Au revoir.